Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, installez-vous confortablement, c'est 24 heures en Alsace, 1 heure d'actualité régionale. On va parler de votre chez vous ce soir, que vous soyez propriétaire ou locataire, un appartement ou en maison, que vous ayez des envies de travaux ou de déco. Le salon de l'habitat ouvre à Strasbourg cette semaine à partir de vendredi. On va en parler dans cette émission, on parlera sport bien sûr, comme chaque lundi avec Marine Dix, on parlera waterpolo notamment. Le team Strasbourg, champion de France, recevait Marseille pour le match au sommet de cette fin de saison. Et à J-5 de la finale du Racing, entretien avec différents joueurs du Racing Club de Strasbourg qui vont donc défier Guingamp du côté de Lille pour la finale de la Coupe de la Ligue. Et puis gastronomie bien sûr du côté de Geberschwir cette semaine. Nicolas Riffel vous emmène à la rencontre et dans les cuisines de Marcel Metzler. On va travailler de l'oie. Anna, c'est pour vous. On va parler info d'abord. Le JT de ce lundi est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous, c'est à la une de ce JT. Une journée pour la mémoire. Des lycéens strasbourgeois se sont penchés aujourd'hui sur les guerres du passé, l'occasion de se souvenir, mais aussi de réfléchir. Dans un quartier du Wacken en pleine reconstruction, le théâtre strasbourgeois du Maillon s'apprête à déménager pour ouvrir une nouvelle page de son histoire. Et puis la semaine prochaine se dérouleront les journées européennes des métiers d'art, l'occasion de se glisser dans les ateliers des artisans de la région. Premier numéro de notre série chez un sellier spécialiste du travail du cuir à Molsheim. Le Maillon fait ses cartons. Né à Haute-Pierre en 1978, puis installé au Wacken, le théâtre déménage à nouveau. Mais les artistes n'auront pas à aller bien loin puisqu'ils s'installeront dans un nouveau bâtiment juste à côté de la maison de la région, toujours au Wacken, pour la rentrée 2019, Camille Roland. C'est dans un cube noir, s'élevant à seulement quelques mètres des locaux actuels du théâtre du Maillon, que les artistes monteront bientôt sur les planches. Le bâtiment de 6700 m² entre actuellement dans sa dernière phase de travaux. Ouvert vers la ville, avec ses grandes fenêtres, modulables, avec ses panneaux pivotants, son ambition est d'attirer un large public strasbourgeois vers le théâtre contemporain. Et si le Maillon change d'adresse, il ne change pas pour autant d'identité artistique. C'est vraiment une scène européenne, très ancrée dans la création contemporaine, qui fait que c'est des formes très variables, très diversifiées, qui s'adressent à un public multiple. C'est exactement aussi dans cette diversité que la programmation va se poursuivre à partir de l'année prochaine, ici dans un autre lieu. Et la première saison sera aussi l'occasion de découvrir ce bâtiment pour le public strasbourgeois, pour les citoyens qui découvrent un nouveau lieu culturel sur Strasbourg, mais avec une programmation artistique, avec un profil artistique qui sera celui du Maillon. La dernière représentation dans les anciens locaux sera jouée le 30 mars prochain. Mais la saison ne s'arrête pas pour autant et continuera hors les murs jusqu'à fin mai, avec des représentations dans d'autres théâtres et dans l'espace public. Quant à ce nouveau lieu qui sera investi en septembre prochain, il devrait permettre d'ouvrir les possibilités artistiques. Il y a une grande flexibilité dans ce lieu. Architecturalement, il nous offre pas mal de possibilités aussi d'inviter des formes atypiques, donc de sortir un peu de cette frontalité qui est quand même souvent la situation typique d'un spectacle, donc une salle et une scène. Et on pourra se permettre justement d'ouvrir ce théâtre à d'autres formes, à d'autres dispositifs, et à jouer un peu ensemble avec des artistes sur toutes ces possibilités, comment intégrer différemment le spectateur aussi dans un travail artistique en tant que participant par exemple de projets, mais aussi en tant que spectateur autrement impliqué que dans une forme conventionnelle. La ville a investi environ 25 millions d'euros dans ce projet pour ainsi contribuer à l'attractivité du territoire et faire du spectacle vivant une identité forte de la capitale européenne. C'est une grande boîte, c'est la fabrique du théâtre. Il y a 2 salles, une très grande salle de 700 places, une deuxième salle de 250 personnes. Et puis il y a un hall de convivialité très grand qui permettra d'accueillir beaucoup de monde, mais aussi de faire
une rencontre entre les artistes et les spectateurs. Un nouveau théâtre dans une ville, d'abord c'est une fierté, c'est l'affirmation d'une ambition culturelle. C'est un outil pour développer l'art et la création dans notre ville au contact de tous les publics. Et puis c'est une manière de réaffirmer une chose. Ici on est dans un quartier d'affaires. Eh bien le développement économique il est au service du développement humain. Et c'est bien la finalité et l'objectif, c'est bien le développement humain, la culture et le vivre ensemble. Des entreprises viendront remplacer les anciens locaux du théâtre d'ici décembre 2020. Quant à la nouvelle saison culturelle, elle démarrera au mois de novembre. Ainsi, la culture prend place au cœur du quartier des affaires. Comment transmettre le passé? Quelles leçons en tirer? Raconter les petites histoires dans la grande? Autant de questions qui se sont posées aujourd'hui à travers la journée des mémoires organisée à l'École européenne de Strasbourg. Organisée avec le Centre européen du résistant déporté, cette journée a permis à des lycéens de rencontrer des historiens et d'aborder la Seconde Guerre mondiale et le génocide au Rwanda. Adeline Piron. Raconter son histoire, tout simplement, à des lycéens. Ce qu'il a vécu, Roland Lévy veut le transmettre pour que les jeunes générations n'oublient pas et pour qu'ils luttent à leur tour contre toute forme de racisme. Ça me paraît important que les jeunes sachent ce qui s'est passé et surtout qu'ils aient conscience qu'il faut lutter continuellement contre le racisme, de toutes sortes d'ailleurs, afin qu'il n'y ait pas trop de choses méchantes qui se passent. Accueilli par une autre famille pendant la guerre, Roland Lévy a pu retrouver ses parents par la suite. Tous deux ont survécu. L'homme de 80 ans garde le souci de transmettre pour que cela ne se reproduise plus. À l'école européenne, Loana et Malte sont captivés. Ils posent leurs questions à cet enfant juif caché pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé très intéressant le témoignage de M. Lévy parce que c'est une source directe d'une période qu'on connaît très bien grâce aux livres et tout ça, mais qu'on ne peut pas voir directement. L'historien, il peut dire la histoire comme lui, mais il ne peut pas expliquer avec les émotions, il ne peut pas expliquer avec qu'est-ce qui se passait à lui personnellement. Qu'est-ce qui se passe, comme il a dit, son voisin qui était fusillé parce qu'il a caché les armes, je crois. Oui, c'est quelque chose de très important pour toute la société. Après le témoignage, les élèves ont pu participer à des ateliers menés par des historiens et ainsi approfondir le sujet. Nous faisons surtout, nous, ici, appel d'abord à la mémoire des témoins, ceux qui restent, et aussi en faisant intervenir, comme aujourd'hui, des historiens dans tout le champ d'études et de travailler sur ces mémoires-là pour permettre la distanciation nécessaire entre le témoignage de la personne qui a vécu et l'élaboration du phénomène historique qu'on va appeler la mémoire d'une crise, la mémoire d'une guerre, la mémoire d'un génocide. D'autres moments durs de l'histoire ont aussi été abordés aujourd'hui, comme celui du génocide au Rwanda qui débutait il y a tout juste 25 ans. Début avril se dérouleront les Journées européennes des métiers d'art. Sculpteurs, doreurs, céramistes, luthiers ou encore tailleurs ouvriront les portes de leurs ateliers partout en Alsace. L'occasion de découvrir leur métier et quelques-uns de leurs secrets. D'ici là, nous partirons à la rencontre de certains d'entre eux. Première étape dans une sellerie à Molsheim, Camille Roland. Christophe aime restaurer des pièces, parfois uniques en leur genre. Dans son atelier, des voitures de collection, des vieilles motos et même une Bugatti attendent de se refaire une beauté. Et la partie qui intéresse le sellier maroquinier, c'est bien sûr le cuir. Bon voilà Sylvie, tu vois, on va revoir les sièges au niveau du rembourrage. Donc il y a une partie de cuir à changer aussi. Il n'existe pas un cuir, mais une multitude de matières. Ici, il propose 3000 cuirs et 5000 simili-cuirs différents. Et les matières doivent être choisies en fonction de leur domaine. Le nautisme, l'automobilisme, le motocycle ou encore le médical, chacun sa spécificité. Chaque domaine nécessite d'autres critères, d'autres spécificités. Donc pour le nautisme, on a des résistances aux UV, aux sels de mer. Pour les motos, il faut que ce soit aussi des produits très, très résistants. Visuellement, on ne va pas trop voir. Par contre, ce qui va différer, c'est au niveau des épaisseurs, du support de matière. Donc par exemple, on a des moquettes à l'ancienne qui sont encore sur jute. Et puis après, le cuir, ce qui va changer, c'est-à-dire que si on est dans un cuir naturel, il va être plus marbré, il y aura un peu des nervures, on verra plus le grain d'origine. C'est parti pour la confection d'une assise automobile. Différentes étapes sont nécessaires. D'abord, démonter le siège, remettre en état la suspension et la matelassure, et puis réaliser la garniture. Et cette dernière demande de la précision.
La garniture est composée de plusieurs pièces. Et ces pièces, elles sont ajustées par rapport à la mousse du siège. Donc là, on va mettre chaque pièce sur mousse et après elles seront assemblées l'une avec les autres pour constituer la garniture qu'on va monter sur le siège. Donc là, c'est une garniture qui n'est pas très complexe, donc il n'y a pas trop de pièces, mais des fois on peut vite arriver à un puzzle. Dans son travail, comme dans tous les métiers de matériaux souples, il y a beaucoup de couture. Et pour que les défauts ne ressortent pas, le geste est essentiel. Il faut être précis et puis il ne faut pas forcer la matière, il faut la laisser se poser naturellement. Et toujours avoir le bon mouvement dans la pièce pour qu'elle ne soit pas contrainte et former des faux plis après une fois montée sur le siège. Chaque création nécessite du temps, 5 à 6 heures pour une selle de moto, parfois plusieurs journées ou semaines de travail si la pièce est ancienne, aussi ancienne que les techniques. Mais son métier n'est pas près de disparaître, les selliers maroquiniers sont toujours recherchés pour leur savoir-faire. Et on part maintenant à Paris, à la rencontre d'un jeune acteur d'origine alsacienne. Il s'appelle Théo Augier et il sera demain soir à l'affiche d'un téléfilm diffusé en prime time sur le service public. À ses côtés, Bruno Salomon, un reportage de Nora Boiriois. Théo Augier, jeune acteur strasbourgeois, a tourné pendant près de 2 semaines dans un téléfilm Une mort sans importance qui sera diffusé ce mercredi sur France 2. Aux côtés des comédiens Bruno Salomon et Caroline Proust, Théo Augier incarne leur fils Basile qui est mêlé au meurtre d'un marginal. C'était vachement intéressant et c'était super bien d'avoir Bruno et Caroline Proust qui jouent ma mère en face. Parce que ce que tu disais avant sur je me mettais dedans 20 minutes avant, c'était parce que j'ai pas encore votre expérience, mais du coup avoir des gens vraiment qui ont la carrière que Caroline et Bruno ont, ça a aidé vachement à après les scènes difficiles à couper et à revenir dans un truc où on va bouffer, on fume des clopes et on s'éclate et tout. Bruno Salomon, qui incarne Alain, protège son fils Basile malgré la gravité des faits. Il se trouve dans une situation délicate car c'est son ex-femme et mère de son fils qui pilote l'enquête criminelle. Bruno Salomon a été conquis par le jeu d'acteur de Théo Augier, dont c'est son premier téléfilm. Et ce que j'aimais bien avec Théo, c'est que justement, c'est pas un acteur novice, quoi. Parce qu'il a la vérité. Donc, quand tu joues avec un acteur qui a la vérité, tu sais que tu peux pas lui mentir non plus. Si tu fais semblant d'avoir un sentiment, puis il joue avec toi. C'est un échange dans le regard, quoi. Il est pleinement dans le regard, tout le temps. Mais même là, non, il est à fond dans le regard. Et ça, en fait, ça fait tout, parce que du coup, tu n'as plus besoin de jouer, parce que c'est une réponse, c'est un échange, un dialogue, quoi. Un dialogue de regard. Et pour moi, c'est ça aussi qui est important. Théo Augier continue de passer des castings. Il sera aussi à l'affiche de la saison 3 Les Grands sur OCS. Même s'il préfère jouer, il s'est mis aussi à la réalisation. Il prépare son 2e court-métrage en septembre prochain. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour, Oliviane. En général, quand 3 des 5 finalistes d'un concours réunissant tout le Nord-Est sont alsaciens, on est les premiers à nous en réjouir. Mais là, on a un doute, car c'est de la Coupe de France du Burger 2019 qu'il s'agit. Et il pourrait bien être orinois. De Mulhouse, avec l'orinois, L''OR, un burger réinterprétant la classique association Münster-Cumin. D'Alkirch, avec le Kasbah Burger, au pain bretzel tartiné de Bivelasquez, de la Tom Welch au pinot gris, du chou rouge et des marrons. Ou encore de Blotzheim, où le Kugelhopfer est au crumble de champignons séchés et grillés, aromatisé là aussi au Münster et au bacon fumé au bois de hêtre. Pas mal, c'est légèrement calorique, mais tout va bien. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On vous retrouve demain, bien sûr, pour les infos. On accueille les invités de la première partie de cette émission. Marine Zis, qui en parlera sport dans un instant, et Denia Bahadi. On va parler du salon de l'habitat, que vous soyez propriétaire, locataire, que vous fassiez des travaux pour des idées de déco. Le salon de l'habitat, c'est à Strasbourg à partir de ce vendredi. On en parle juste après la météo de votre mardi avec Célia. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à
toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette météo de ce mardi 26 mars. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps. Et c'est un temps plutôt voilé qui nous attend sur l'ensemble de la région transfrontalière. Des nuages prévus sur tout le territoire et des températures en baisse. En ce mardi matin, comptez 1 degré la minimale alsacienne, ce sera pour Saverne, 2 degrés du côté de Wissembourg, de Colmar ou encore de Mulhouse, 3 degrés ce sera pour l'Eurométropole, Strasbourg. L'après-midi, le ciel se dévoile un petit peu plus. On retrouvera pas mal de passages d'éclaircies sur l'ensemble du territoire alsacien et même un grand soleil prévu du côté de Fribourg. Des températures qui grimpent en après-midi, évidemment 12 degrés prévus du côté de Wissembourg ou encore de Strasbourg, la minimale 10 degrés toujours pour le col de Saverne, 11 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin ou encore sur le nord de la Suisse. Mercredi maintenant est toujours le même temps qui s'annonce, un peu plus de ciel voilé et de nuages prévus sur le nord du territoire, un ciel un peu plus dégagé dans le sud et des températures comprises entre 12 et 13 degrés, ce sera pour mercredi après-midi. Mardi, nous serons donc le 26 mars et nous fêterons les Larissa. Le soleil se lèvera à 6h20 pour se recoucher à 18h50, c'est précis. On se retrouve dès demain pour la météo. Bonne soirée. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Avenue à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Et on va parler habitat, votre habitat, que vous soyez comme dit propriétaire, locataire. On va parler du salon de l'habitat de Strasbourg. Il y a à peu près tout ce qu'on peut y trouver. Bonsoir Denia Bahadir. Bonsoir. Vous êtes l'organisatrice de ce salon. Il y a des architectes, il y a des promoteurs, il y a des constructeurs, il y a des entreprises si vous rénovez. Il y a de la déco, beaucoup. Ça c'est peut-être une des tendances, une des nouveautés, on va en parler. L'idée c'est quoi? C'est de proposer tout ce qu'on peut faire, qu'on vienne construire, acheter une maison ou qu'on vienne juste changer le vase. L'idée c'est de proposer le panel complet. Absolument, tout à fait. C'est un salon, le salon de l'habitat est un salon qui est destiné aux visiteurs, au grand public. Et c'est un salon qui peut intéresser les gens qui souhaitent rénover, construire, acheter, qui cherchent un promoteur immobilier, qui souhaitent également simplement bénéficier de conseils d'architectes, de design, qui souhaitent participer à des conférences sur la rénovation énergétique ou sur comment décorer son salon, comment choisir ses couleurs, comment essayer de décorer malin. C'est de balayer le plus large possible. On parlera de tout ce qui est peut-être déco juste après. Donc pour la construction, c'est l'ADN de ces salons, c'est vraiment de proposer, c'est ça, c'est quand on a un projet d'achat, de construction, c'est de pouvoir rencontrer différentes entreprises, de pouvoir comparer, on peut comparer sur des salons. Tout à fait, différents corps de métier, effectivement. À la base, effectivement, le salon de l'habitat est destiné aux gens qui ont des réels projets de construction, de charpente, qui souhaitent par exemple faire une maison à Ossature-Broye, qui souhaitent comparer les entreprises concurrentielles qui viennent sur le salon, parce que la concurrence, effectivement, ça a créé une certaine synergie, et présenter les nouvelles tendances, les innovations, etc. Donc, au départ, effectivement, c'est pour des porteurs de projets. Nous avons souhaité élargir ce visitorat pour également toucher les gens qui souhaitent ceux qui ont déjà construit ou ceux qui ont qui déjà habitent déjà quelque exactement, part. Ceux qui ont déjà construit, qui souhaitent avoir des idées de décoration, qui souhaitent savoir comment rénover. La décoration, c'est un petit peu aussi au cœur de ce salon-là. C'est vraiment tendance en ce moment et ça intéresse particulièrement les gens qui viennent sur le salon aussi. Absolument. On a pris une direction cette année où on a souhaité renforcer l'expérience client. Et en renforçant l'expérience client, on s'est rendu compte qu'effectivement, on a mis en place un secteur décoration assez fort avec des nouveautés qui sont... Ça veut dire on ne met plus juste des stands, l'idée c'est de proposer autre chose. Qu'est-ce qu'on peut proposer de plus que juste des stands où on montrait des produits? Alors justement, il y a une initiative qui s'appelle Home, qui réunit des grandes enseignes très importantes dans le territoire, des enseignes du luxe, comme Lalique, qui est considérée quand même comme la haute couture du cristal, comme Forgiarini, qui est imprégné dans la région depuis 60 ans, qui est un véritable laboratoire des dernières tendances, comme Roche-Beaubois, qui travaille avec des designers de renom et qui représente à l'international le French Art de Vivre. C'est quoi? Ils se mettent tous ensemble, ils proposent un appartement modèle, témoin, idéal, comment on l'appelle? Effectivement, avec d'autres enseignes comme Haytens. Nous avons eu les services de Liz Brown, qui est une art advisor qui est sur Colmar, mais qui travaille beaucoup aux États-Unis et qui a imaginé cette maison de rêve. Donc c'est pour la première fois que Strasbourg Événement fédère des entreprises qui n'ont jamais travaillé ensemble pour présenter un véritable appartement avec salon, séjour, cuisine, salle à manger. Donc différentes forces du territoire qui se mettent ensemble. Et le concept s'appellera Home.
Comme la maison, en anglais. L'idée, c'est quoi? C'est que le client, enfin que les visiteurs du salon soient presque en immersion dans une espèce de maison idéale. Absolument, c'est une façon, si vous voulez, de renforcer l'expérience client, une nouvelle façon de travailler, puisqu'effectivement Strasbourg Événements se réinvente et ne cherche pas simplement à vendre des stands, mais à faire vivre une expérience forte aux clients. Et les synergies, maintenant, c'est les nouvelles tendances, c'est les nouvelles façons de vendre les stands, de créer également une animation, un événement. Je le dis. C'est une exigence, pardon, que vous avez du coup vis-à-vis des exposants. Enfin, il faut arriver à les faire venir, mais il faut arriver à leur faire comprendre que voilà, il faut proposer. On ne peut mettre pas juste un stand avec des prospectus. Ça, alors je pense qu'ils sont déjà mûrs. Ouais, je pense qu'ils sont déjà mûrs. Ils ont bien compris que maintenant, avec Internet, le e-commerce, etc., il fallait présenter quelque chose aux gens pour pouvoir les rencontrer. Et ce home en est la parfaite résultante, puisque tout de suite on nous a répondu oui, ce sont des grandes enseignes qui ne venaient pas au salon de l'habitat avant. Cette formule les a séduites. Bien, pour terminer, sur la partie déco, l'idée c'est aussi de proposer, on le voit sur les images, des ateliers. Il faut que les gens puissent venir aussi essayer, toucher, faire quelque chose. Le do-it-yourself, c'est très à la mode. Même sur un salon, on peut proposer des choses comme ça, on peut essayer des choses. Alors, tout à fait. Nous avons également la deuxième grande nouveauté, c'est que nous avons Gnous by la Maison de Caroline qui propose un Cocoon Concept Store. Donc, tout un univers, une structure qu'on a mis en place. On se retrouve comme dans un cocoon, effectivement, où il y aura 30 créateurs triés sur le volet, des créateurs, des artisans d'art. Locaux en plus souvent, alsaciens. Exactement, alsaciens tout à fait, qui présenteront en série limitée des objets. Ces créateurs ont été triés sur le volet, mais dans cet espace-là, on pourra également prendre un verre, assister à un atelier, échanger directement avec les créateurs. C'est la nouveauté, effectivement, pour cette année, ça n'existait pas avant. C'est le salon de l'habitat, ça démarre ce vendredi au Wacken à Strasbourg, comme chaque année d'ailleurs, jusqu'à de vendredi à lundi. C'est sur 4 jours cette année. Merci beaucoup, Dénia Bahir, de venir nous présenter tout ça. Marine, merci. Une maison, un vase, comme vous voulez. Le sport plutôt. Le sport plutôt. Allez, comme chaque lundi, on va parler sport avec Marine 10. On va parler water polo notamment, et puis la finale du Racing qui approche, tout ça juste après la pub. Et c'est l'heure du sport sur Alsace 20, c'est tous les lundis avec Marine Zis. Au sommaire de ce top sport en foot, J-5 avant la Coupe de la Ligue pour le Racing. Dans quel état d'esprit sont les joueurs du Racing de l'effectif 2018-2019 et de ceux de l'effectif 63-64? Vous voyez là les images en basket de la SIG, et puis on parlera escrime notamment avec un tour des réseaux sociaux, et on parle évidemment ce soir de water polo avec nos invités Hugo Fontanier et David Babich du Team Strasbourg. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors on vous a invité en fin de semaine dernière, vous étiez encore invaincus quand on vous a invité, on vous a porté la poisse. C'est nous Peut-être. On en parle tout à l'heure, en tout cas, de votre match de ce week-end. Avant ça, Mathieu, du handball. Ouais, on va parler de handball avec... il y a deux clubs alsaciens en deuxième division. Célestat qui ne joue plus grand-chose. Et puis Strasbourg, les Sables qui luttent pour son maintien. Ils sont promus, les Strasbourgeois. Ils recevaient Chartres ce week-end avec, vous avez vu, les chaussettes dépareillées des joueurs des deux équipes. C'était la journée mondiale de la trisomie. Du lourd en face. Les Sables en blanc dans sa salle. Mais Chartres en bleu, c'est le leader du classement. Rien de moins, le plus gros budget de la division. Gros moyens, gros effectifs. Et gros début de match du leader du championnat. 2 défaites seulement depuis le début de saison pour Chartres qui surclasse cette Pro League et qui prend rapidement les écarts au score 15-8, 7 buts d'écart après un quart d'heure de jeu. Là on a eu peur, très peur que le match vire à la correction face à les Sables qui jouent donc son maintien. Mais les hommes de Bruno Bosch s'accrochent, reviennent, stabilisent l'écart. 21-17, 4 petits buts de retard à la pause. Et puis de l'audace, il en faut. Maxime Duchesne de son camp, ça échoue malheureusement sur la barre du gardien en face. À chaque fois que les Sables se rapprochent à 2-3 buts, et bien à chaque fois Chartres refait l'écart par ses attaquants ou par son gardien qui a multiplié les parades en fin de match. Les Sables s'inclinent assez logiquement 38-32, 70 buts dans le match, on ne s'est pas ennuyé. Les attaquants se sont fait plaisir. Défaite somme toute logique face au leader du championnat pour les Strasbourgeois. Écoutez Bruno Bosch, l'entraîneur alsacien. On était un petit peu dans le dur ces derniers temps, donc là on voit quand même que l'équipe est en place pour les échéances qui arrivent. C'est sûr que c'était pas contre Chartres qu'on allait jouer notre maintien. Maintenant, on l'a pas abordé comme ça. Tous les matchs sont bons à prendre, on l'a prouvé. Ils étaient relativement sereins, on n'a pas réussi à les sortir de leur zone de confort. Pas suffisamment en fait.
Il reste 5 matchs aux Strasbourgeois pour assurer leur maintien. Regardez ce que ça donne au classement. Les Strasbourgeois toujours au-dessus de la ligne de flottaison. Les 2 derniers descendent, mais grosse bagarre entre les Sables, Nice, Grenoble et Vernon. Ils sont 5 pour une place de relégable. Les Sables pour l'instant est le mieux classé. Il reste 5 matchs, 3 déplacements, 2 rencontres à domicile dont l'une contre un concurrent direct. Ça sera chaud jusqu'à la fin de saison pour les Alsaciens qui ont officialisé la venue de Denis Latou, l'ancien handballeur de l'équipe de France, champion du monde en 95, 164 sélections au compteur pour lui qui sera l'entraîneur de Les Sables la saison prochaine. En D2 évidemment, on l'espère. On passe au football. Je sais que vous trépignez d'impatience avant la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi, Mathieu. Mais oui, ce sera samedi soir à Lille. Nous y serons d'ailleurs avec Marine à partir de jeudi soir pour vous faire vivre cet événement du sport alsacien cette année. J-5, vous le disiez, on est allé ce week-end rencontrer certains joueurs de l'effectif. Pas de match au menu pour les Strasbourgeois. Week-end international oblige, l'occasion de faire un break et puis de se poser un petit peu à, comme dit, quelques jours de cette finale tant attendue. Écoutez. Tout le monde est pressé de cette finale arrive, vous comme nous, on est pressé de pouvoir fouler cette pelouse, que l'arbitre siffle le coup d'envoi. Honnêtement, ça va être magique, on attend ce moment-là avec impatience parce que dans une carrière, surtout maintenant en France, avec les grosses équipes qu'il y a dans le championnat, c'est difficile de jouer des finales de coupe, donc on est impatient de la jouer et bien sûr on est impatient de la gagner aussi. Pour l'instant, non. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, peut-être que je vais ressentir ça. Que c'est vraiment un match important pour moi. Pour tous les joueurs qui jouent une finale de Coupe de la Ligue, c'est très important. Mais je pense que pour un jeune, encore plus. Parce que d'acquérir, de gagner une finale de Coupe de la Ligue, c'est quand même plutôt pas mal sur le palmarès. Donc, moi, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, peut-être une sorte de pression, mais je pense une bonne pression pour jouer cette finale. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que nous, ça fait, je prends la dynamique actuelle, ça fait 7 matchs qu'on n'a pas gagné en championnat. On est en manque de résultats. Guingamp s'est bien ressaisi depuis quelques matchs, donc non, honnêtement, c'est du 50-50 et c'est pas pour faire de la fine bouche. Hein. Les chances, elles sont partagées, c'est 50-50, il n'y a pas de grand, de petit, il n'y a pas lui qui est classé dernier, avant-dernier, lui premier. Je pense que c'est une finale. Tout peut arriver dans une finale. L'énorme avantage, c'est que tout le monde parle français en fait. Et donc il n'y a pas de joueurs qui sont isolés au sein du vestiaire. Et pour moi, c'est un travail remarquable qui a été fait par les dirigeants. Parce qu'au-delà du footballeur, il faut recruter des joueurs avec des valeurs humaines qui savent aussi bien s'intégrer, qui parlent la langue. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'effectif. Ouais. Et c'est pour Marie, mais c'est bon, pas grave. on commentait, voilà, le foot, c'était tellement intéressant. On passe au waterpolo, Mathieu. Ouais, on va parler de ce match entre Strasbourg et Marseille, les 2 premiers du championnat qui s'affrontaient ce week-end au Rhenus, n'importe quoi, à la Kibitseno. On en parle dans un instant avec David Babic et Hugo Fontani. Direction la Kibitseno d'abord, ça se passait ce samedi soir. Match au sommet, Strasbourg en bonnet blanc, leader invaincu du championnat. Marseille, une seule défaite contre Strasbourg, évidemment, c'était lors du match aller. Et les Strasbourgeois en échec au tir, vous l'avez vu en début de match. Et puis alors que Marseille, par contre, en bonnet bleu, déroule son waterpolo dans ce premier quart-temps. Les sudistes mènent rapidement 3-0. Un écart que les Strasbourgeois vont traîner comme un boulet tout au long du match dans une piscine de la Kibitseno pleine à craquer, dans une belle ambiance. Mais malheureusement, l'écart lui se stabilise. 2-2, c'est le score du deuxième quart-temps. Mais on est toujours à 6-3, donc à la pause. Toujours ces 3 buts de retard. Même scénario dans le troisième quart-temps. Encore 2-2, avec des occasions des 2 côtés. Peu d'arrêt pour les gardiens, je vois Hugo qui bout sur son tabouret. L'écart se maintient jusqu'à la fin à chaque fois que Strasbourg se rapproche. Marseille recreuse un petit peu l'écart de 7-5, 2 buts d'écart. On repasse à nouveau à 5-9, puis 6-10, 10-6. C'est une défaite qui pique un peu Hugo Fontani. C'est la première de la saison. Déjà, qu'est-ce qu'il a manqué sur ce match? C'est une défaite qui pique parce qu'il n'y avait pas la manière du tout. On s'est laissé abattre trop rapidement, je pense. Et peut-être qu'on pensait déjà à nos playoffs futurs qui approchent. Et que dire de plus? On est passé à côté de notre match. C'est jamais positif une défaite forcément, mais est-ce qu'on ne se dit pas il vaut mieux la faire maintenant cette défaite-là plutôt qu'après, voilà, on va vous parler des playoffs qui arrivent justement. Exactement, ça peut être positif si
se mettre ensemble, si on continue de travailler en bon chemin, si on continue d'être plus prêt pendant l'entraînement, plus sérieux, je pense que on va améliorer encore notre jeu. Et bien sûr pour le play-off et qu'on va gagner encore une fois. Parce qu'on rappelle la formule qui a fait que vous êtes sacré champion de France l'an dernier. Il y a une saison régulière, les 4 premiers jouent des play-offs, en match aller-retour, et ça va arriver assez rapidement. Cette année, c'est le premier 6, pardon. Ouais. Vous étiez invaincu, comme dit, depuis le début de saison, 14 victoires, un match nul. Est-ce qu'il y a forcément le challenge dans le groupe, j'avais dit, de faire la saison en restant invaincu, d'être champion évidemment, mais il y avait cette pression de vouloir faire le sans faute, de vouloir... Moi, personnellement, je voudrais bien de finir la saison sans défaite, bien sûr. Mais comme vous avez dit, c'est mieux que c'est arrivé maintenant que pendant le play-off. Du coup... Ça va, c'est bien. L'objectif maintenant, du coup, pour aborder les derniers matchs, forcément, c'est de les gagner pour garder cette première place. Oui, c'est de les gagner. Après, on sait qu'on a encore le droit à une erreur, mais on a déjà fait un match pourri, si on peut dire ça comme ça. Donc je pense que le mieux, c'est de gagner les 2 matchs, accumuler de la confiance pour les playoffs. Et après, en playoff, toutes les cartes sont redistribuées. Du coup, on verra au moment voulu. D'avoir un titre de champion de France à défendre, d'avoir bien géré les playoffs l'an dernier, c'est une expérience forcément, ce groupe qui a peu changé en plus depuis la saison dernière. C'est un vrai plus en tout cas cette saison, cette expérience, ce vécu commun, ce titre. Ça peut être un vrai plus, mais ça peut être un vrai moins aussi, parce qu'on n'a jamais eu de titre à défendre. Donc peut-être que, je sais pas, on va peut-être se mettre une pression. Après, ça dépend du caractère de chacun. Je pense que ça peut être aussi bénéfique de vouloir garder son titre et surtout si on arrive en finale, de le jouer encore à la maison. Je pense que ça dépendra de notre état d'esprit au play-off, quoi. Pour la finale, évidemment, retour, puis c'est match aller-retour, pour la finale retour à la maison, il faut évidemment finir mieux classé que l'autre finaliste. Donc a priori, vous êtes toujours leader du championnat. Ça veut dire que simplement il faut faire, David, un sans faute sur les 2 derniers matchs. Il y aura un esprit de revanche sur ces matchs pour effacer cette contre-performance contre Marseille. J'ai pas compris, pardon. il y aura sur les 2 derniers matchs de championnat, de saison régulière, il y aura une motivation en plus du coup pour... Bah oui, bien sûr. Bah, c'est toujours quand tu fais un mauvais match, tout de suite, normalement, la semaine après, tu joues un peu meilleur que la semaine avant. Ouais. Du coup, on va essayer de gagner les derniers 2 matchs et finir premier dans le championnat. Ça vous étiez arrivé souvent cette saison, vous avez gagné beaucoup de matchs contre des grosses équipes d'1 but à domicile ou à l'extérieur, parfois après avoir fait des mauvais débuts de match comme là. C'est inconsciemment, Hugo, dans la tête, ça joue de se dire tiens, on s'en est toujours sorti, peut-être qu'on peut démarrer un match un peu plus... Non, on ne doit pas se dire ça, on ne devrait pas se dire ça. Après, c'est vrai que si ça arrive, on va toujours essayer de tout donner pour remonter. Samedi soir, malheureusement, je pense qu'on a manqué peut-être de motivation, mais aussi peut-être d'énergie, parce qu'on a eu une semaine off la semaine précédente, donc peut-être un peu d'énergie qui nous manquait pour donner un peu plus et espérer un match nul ou une victoire à l'arraché. Marseille, ça peut être peut-être votre adversaire en finale, si vous atteignez cette finale. Et pour obtenir le titre, du coup, ce match-là, on se le garde quand même en tête. Forcément, on ne prend pas un exemple, mais... Oui, on va forcément le garder en tête. Ils nous ont éliminés en plus de la Coupe d'Europe. Donc c'est 2 défaites qu'on a un peu en travers de la gorge, mais il va falloir vite oublier ça si on veut les battre, si on les recroise en finale, bien sûr. Si on veut les battre, il va falloir pas penser à ça, quoi. Vous restez bien sûr avec nous tous les deux, on continue de parler waterpolo dans un instant, on va parler basket. J'ai fait un lapsus avec le Rhenus avant, c'était pour vous tendre la perche marine. La SIG, elle retrouvait aussi après un week-end, après une quinzaine off, retrouvait son parquet du Rhenus, c'était contre Antibes. Oui, c'est ça, à domicile donc, l'Antibes, lanterne rouge du championnat. Le match qui s'est joué à guichet fermé et puis début de match avec peu d'adresse des 2 côtés du terrain. Vous voyez là les Sigmen qui doivent s'y reprendre à 2 fois pour pouvoir marquer. Au bout de 5 minutes de jeu, seulement 5-4. Plus 3 pour la SIG en fin de première quart-temps. Les Blancs, Sigmen en blanc, haussent le rythme avec une forte agressivité en défense notamment. Mais Antibes n'est jamais très loin, 35-27 à la mi-temps. Les Strasbourgeois parviennent ensuite enfin à creuser l'écart dans le 3e quart-temps.
plus 19 à la fin de ce quart-temps-là, avant d'entamer les 10 dernières minutes. Il n'y a plus vraiment de suspense, l'occasion pour Vincent Collet de faire tourner l'ensemble de l'effectif et puis de s'offrir quelques belles actions. Vous voyez là Enzeli à 3 points. Une victoire collective donc pour les Strasbourgeois puisque 9 d'entre eux ont inscrit entre 6 et 12 points. Victoire de 20 points, 75-55. La SIG qui est du coup actuellement en 5e au championnat de JP Elite et qui affronte, vous voyez là le classement, 6e pardon, et qui affronte ce samedi Nanterre qui est donc actuellement 3e du championnat. Écoutez Vincent Collet, l'entraîneur de la SIG sur la préparation de ses joueurs. On a beaucoup de choses à travailler, on n'a pas eu beaucoup de temps lorsqu'il y avait 2 matchs par semaine. Donc là, depuis 4 semaines, on a des semaines pleines et on s'entraîne 7 à 8 fois par semaine. Donc on a beaucoup plus de latitude pour aller dans les détails, pour vraiment faire des choses qui vont nous permettre de nous améliorer. Et il faut qu'on s'améliore pour être compétitif contre les meilleures équipes du championnat. Et la SIG qui sera donc à Nanterre, le 3e du championnat. Une victoire qui est une victoire devant les Strasbourgeois, ce sera ce week-end. On va revenir au football, descendre de 3 échelons direction la Nationale 2. 2 clubs alsaciens disputent ce championnat, le Sporting Club de Schiltigheim et Haguenau. Le promu direction le Parc des Sports de Haguenau. Haguenau qui lutte pour son maintien et qui recevait un concurrent direct, Fény, l'équipe du Nord. Ça se passait ce samedi après-midi. Les images sont de Vincent Bessières. Haguenau en rouge, évidemment. Petite première mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le centre de Guillaume Ruiz bien capté par le gardien. Et puis cette passe lumineuse du côté de Fény en bleu et vert. Faut oser, mais la belle parade DBD. Et puis le fait du match, il est peut-être là sur cet accrochage juste avant la mi-temps. L'arbitre revient à la faute et expulse directement, rouge direct pour le milieu de terrain de Fény Boudjema. Et en tout début de deuxième mi-temps, après quelques secondes de jeu, la faute du gardien qui s'emporte un petit peu, qui fauche Réperte, penalty le cadeau que ne refuse pas le capitaine Cyril Gézy des FRH. 1-0 pour Haguenau et puis 2-0 8 minutes plus tard sur ce ballon gratté en milieu de terrain. La bonne récupération, le ballon à nouveau pour Cyril Gézy et le doublé pour le capitaine des FRH qui vont gérer la dernière demi-heure, même si dernier petit coup de chance, la barre qui repousse la tentative sur ce corner. C'était la journée des Alsaciens qui auraient pu ajouter un 3e but en fin de match, mais la parade du gardien sur sa ligne, ça ne change rien. Haguenau s'impose 2-0 et remporte une victoire importantissime dans la lutte pour le maintien. Écoutez le soulagement des Alsaciens, son capitaine, auteur d'un doublé, Cyril Gézy, et leur entraîneur Cédric Deubel. Cette victoire, elle va vraiment faire du bien au moral. Maintenant, il faut continuer. Voilà, il reste encore beaucoup de matchs. Et bon, rien n'est fait, mais voilà, c'est un pas en plus vers le maintien, on va dire. Il nous reste que des matchs de coupe. L'objectif, c'est de passer au tour suivant à chaque fois pour rester dans la course au maintien et surtout ne pas se laisser décrocher. Sachant que Fény a quand même un match en moins. Il reste 7 matchs de coupe donc pour les hommes de Cédric Deubel. Regardez le classement, c'est extrêmement serré à part Arras qui est décroché, Bobigny, la réserve de Lens, Fény, Fleury, Belfort, Haguenau, tous et Schiltigheim qui est pas complètement sauvé. Tout ça se tient en quelques points. Les 7 ou 8 derniers matchs pour certaines équipes vont être chaud bouillants, mais en tout cas Haguenau pour l'instant a son destin en main et est au-dessus de la ligne de flottaison. Marine, voilà pour le football. Je reste avec vous. Mais je vous passe la parole. Vous avez compilé le meilleur des réseaux sociaux de ce week-end de sport alsacien. Ça s'appelle la crème des réseaux et c'est tout de suite. On commence par un titre, celui de championne de France. Un titre, c'est bien, mais vous pourrez sûrement en témoigner, c'est mieux. Et c'est le cas en tout cas de l'Alsacienne Emma Luthenauer qui a remporté mercredi dernier le championnat de France universitaire de lutte et seulement une semaine après avoir remporté le titre de championne de France fédérale. Elle s'appelle Luthenauer en même temps. C'est oui, elle porte le nom. Elle n'est pas la seule à avoir fait le doublé. Oui, ça se passait sur le terrain en paddle. 2 Alsaciens, Terry Groll et Diego Garcia du TC Brunstadt. La paire a remporté ce week-end le tournoi de l'ASCAP dans le Doubs. 6-1, 6-1, victoire assez large pour eux. Pas mal. Podium aussi pour un Alsacien en ski cette fois. Oui, c'est le premier de sa carrière de sportif. C'est Thibaut Favreau. Il a terminé 3e. Vous le voyez sur la photo à gauche du numéro 5. Il a terminé donc 3e du championnat de France de slalom géant. Et il a commenté lui-même, si on peut remettre la première photo, voilà, il sourit pas trop. Il a dit lui-même, on dirait pas, mais je suis content. Une Alsacienne est elle aussi montée sur le podium ce week-end. Oui, il s'agit de Charlotte Lembar. Elle a remporté une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Ça se passait en Belgique ce week-end avec l'équipe de France d'escrime. Seule mauvaise nouvelle pour les Françaises, l'une d'entre elles s'est blessée à la cheville. Elle ne pouvait plus bien marcher, alors ses coéquipières, elles ont trouvé une solution pour qu'elle puisse à nouveau, en tout cas, se déplacer. Regardez. Ça va Caroline ? Je
Moyen de transport 2.0. Ça va être compliqué de tirer. Elle peut tenter, hein, je leur d'escrime comme ça, mais... escrime en chariot, sabre en chariot. J-5, Marine, on le disait tout à l'heure, avant la finale de la Coupe de la Ligue, vous êtes plongé dans les archives. Oui, un petit flashback, alors j'imagine qu'aucun d'entre nous n'était né à ce moment-là. Ça se passait, leur premier trophée, ils l'ont remporté, les Strasbourgeois, en 1964. Écoutez l'un d'entre eux. Le terrain était enneigé. Il y avait à peu près 15 à 20 cm de neige sur le terrain. Et nous, les joueurs, on l'a déplayé. On s'est amusés comme des gosses. Et à midi, on a amené de la soupe. Et on a mangé dehors avec une saucisse dedans. Là, à Lille, le toit sera fermé. Hein. C'est pas la même condition. Et puis en plus, il faut rappeler, ça se passait un 1er janvier. Donc il fallait éviter de fêter peu, le jour de l'an. Le chiffre du jour de la semaine, Marine, 17. 17, c'est ça. Alors je pense que c'est un chiffre qui vous ferait peut-être rêver. C'est le nombre de victoires consécutives des Mulhousiennes de l'ASPTT Mulhouse. Alors vous étiez pas loin, j'imagine, avant la défaite de ce week-end. Vous étiez à combien ? 14, je pense. 14, ouais. Ah, voilà, vous étiez pas loin de ce chiffre-là. Ouais. Et bien, les Mulhousiennes qui sont du coup leaders du championnat, elles affrontent ce samedi le Canet qui est 3e du championnat, Mathieu. Rendez-vous au Palais des Sports de Mulhouse. C'est ça. Un des matchs, un des chocs de l'année, une affiche qu'on pourrait retrouver d'ailleurs évidemment en play-off. On termine avec du basket. Oui, alors il y a les sportifs qui, avant leur match, postent des photos de leur repas. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de poster des photos avant un match, non, en pleine concentration. Non, c'est pas trop le genre. Pas de repas en tout cas. Et ben, il y en a d'autres qui postent leur tenue, mais pas leur tenue de sport, de compétition, leur tenue de ville. Regardez cette image, c'est Florent Pietrus, le joueur de la SIG. Et puis, alors en plus de ça, on le voit en légende. Si on peut remettre la photo, il a écrit juste en dessous Game Flow. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu de mots parce qu'on le surnomme Flo Pietrus. Voilà, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais j'ai trouvé le clin d'œil sympa. Il faudra lui poser la question. Merci beaucoup, Marine. On vous retrouve, et vous nous retrouverez tous les deux du côté de Lille pour préparer la finale du Racing le jeudi, vendredi et évidemment samedi soir. Tout ça sur Alsace 20 dans 24 heures en Alsace. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, Hugo Fontani, David Babich du Team Strasbourg. Prochain match 6 avril. 6 avril. À la Kélis. Noisy-le-Sec, ouais. Ici. Faut pas interdit cette fois. Et puis on vous retrouve évidemment, on espère, en play-off pour défendre ce titre de champion de France. Ça reste à tous les deux en un mot votre meilleur souvenir de water-polo, ce titre. Oui. Ouais, on peut le dire. Bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr. Les matchs qu'on vous avait proposés d'ailleurs en direct sur Alsace Valendaine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Marine, on vous retrouve jeudi donc du côté du nord, du côté de Lille et du stade Pierre-Mauroy. Nous, on va parler et passer côté cuisine. Nicolas Riffel est du côté de Geberschwir. Tout ça évidemment en coulisses et en cuisine. C'est parti. Je suis né le 28 août 1953 à Mulhouse. À 16 ans, je me lance dans la marine au poste d'électronicien. Après 2 tours du monde, je reviens en Alsace et me lance en candidat libre dans un CAP cuisine. Puis j'enchaîne avec un CAP pâtissier, confiseur, glacier. Je suis passé par les maisons Le Bollenberg, le Bristol à Colmar, puis je rejoins Joël Robuchon à Paris dans le restaurant Concorde Lafayette. En 1985, avec mon épouse Monique, on se lance dans l'aventure de notre propre restaurant. Je suis Marcel Metzler, restaurant Le Goldert à Geberschwir. Nicolas, tu sais que je suis un spécialiste du foie gras d'oie et de l'oie. Ouais. Donc voilà, alors aujourd'hui, le foie gras, on en a eu assez pendant les fêtes, tout le monde t'en parle. Je dirais dans le fond, tout le monde en parle, mais ne connaît pas toute l'histoire du foie. Chacun l'interprète à sa façon. Et j'ai essayé de retracer, et je crois qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va retracer un peu l'histoire d'oie. Et donc j'ai enlevé la carcasse pour en faire un bouillon, et on va découper les noix. Et tu vas voir que j'ai 50 recettes. 50 recettes. Au moins, et donc on va en faire 4 ou 5 actuellement, sur des choses différentes, toutes simples, comme un peu de graisse d'oie. L'oie est quelque chose de formidable, dans le fond, parce qu'on peut tout utiliser. D'accord. Je vais te montrer comment on découpe une demi-oie, et je vais te laisser faire la deuxième. C'est de la l'oie bio, et tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est bio. C'est mon petit-fils qui vient de tousser. C'est de leur montrer, les goûts des choses. Je veux lui montrer le goût vrai des choses. Et t'es prêt à cuisiner ? Allez. T'es prêt à cuisiner ? Allez, viens, on regarde ce qu'il fait papier. Je lève les magrets et j'enlève tout ce qui est graisse. Tu vois, je l'ai mis à côté, j'ai 4 petits pots différents. D'accord. Et tout ce qui est un peu de viande, on va le garder pour en faire de la rillette. Donc on va se faire un menu complet avec des oies pour quelques personnes. Donc les os, on les garde.
on les fait légèrement revenir et on en fait un fond. Et donc moi j'enlève toute la viande et tout le gras on enlève. Donc cette viande-là, on va l'utiliser pour faire de la farce, et ça va donner des ravioles. Cette viande-là, on va l'utiliser et ça va nous donner de la rillette. Le magret, on va les faire cuire basse température, ça va nous donner ça. Et ça nous donne de la graisse. Si vous voulez travailler tous les deux... On va le faire tous les deux. Vous n'êtes pas là pour vous amuser seulement, il faut un petit peu travailler. Voilà. Tu l'entends? Comme ça, les gens voient que c'est relativement simple à faire. Ouais, bien sûr. Et en fin de compte, si tu achètes ce qu'on appelle un paletot, ça s'appelle un paletot, entier, ça ne revient pas très cher en fin de compte. On est à 6 ou 7 euros le kilo, quoi. 8, allez, on va prendre un prix de gros. Il y a 3 kilos, quoi. Donc voilà, pour 25 euros, 30 euros, tu as. Tu as de la rillette pour quelques jours, tu vois, tu as du consommé, et tu as de la graisse, parce que la graisse, c'est tellement cher, quoi, en fin de compte. Bien sûr. Et demain, donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'oie bio. Donc voilà, la finalité, c'est qu'il n'y ait plus de gavage. Qu'il n'y ait plus de gavage. Bien-être animal. On sait que l'oie, elle aime bien manger. Ouais. Et elle mange tout le temps. Et elle préfère, alors on a fait une analyse entre du maïs, de la salade, du pissenlit, des pâtisseries qu'on faisait tremper dans le lait, donc voilà, mais tout en bio. Et ce qu'elle préférait le moins était le maïs. C'est beaucoup de protéines, beaucoup de calories, donc ça va plus vite. Mais de l'autre côté, ce qu'elles adoraient, c'est par exemple tout ce qu'on leur trempait dans du lait, des pâtes, ou des brioches, ce qu'on faisait en bio, on leur apportait, elles adorent ça. Donc voilà, ça prouve qu'on peut le faire comme dans le temps, en autogavage. Voilà, c'est à peu près le but dans ce qu'on cherche. Tu as déjà fait des pâtes, non? Oui. Donc voilà, on va rester là-dessus. La pâte, elle est un petit peu spéciale. Il y a de la purée de potiron dedans. D'accord. Et donc on le ressort derrière. Okay. Alors je ne l'ai pas dit devant le gamin parce qu'il n'adore pas le potiron. D'accord. À l'italienne, c'est très artisanal, tu vois, mais c'est le côté marrant. Je vais chercher la farce pour mettre dedans. Et on ferme. Et voilà. On va travailler nos ravioles comme on travaille des pâtes alsaciennes. On les fait revenir. Et on n'a rien de mieux quand même que la graisse d'oie pour les faire revenir. Wow. Ben voilà, tu les laisses juste colorées comme celle-là. Tu les laisses combien de temps environ là dans ton petit bouillon? 5-6. Alors c'est comme tu les veux les pâtes. Waouh. Ça chante. Là on les fait revenir 5 minutes de chaque côté. Ce que je veux c'est de la couleur. D'accord. Et surtout, ne soyez pas sages.